Nous sommes 8000 ans avant notre ère, en Mésopotamie. Nous sommes en Asie occidentale, entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'est d'ailleurs ce que signifie le mot Mésopotamie, entre deux fleuves. L'agriculture est en plein essor, et les gens possèdent déjà de petites exploitations, quelques chèvres et moutons dont ils tirent leur lait. Mais penchons-nous sur le cas de cet homme. Il a tressé chèvres, mais il a été distrait, et 2 d'entre elles se sont éloignées. Bien sûr, il est parti à leur recherche, laissant le lait chauffer au soleil. Quelques heures plus tard, le fermier est revenu avec ses chèvres. Mais, oh non, le lait avait déjà commencé à tourner. C'est bien dommage. Mais bon, il a décidé au moins de le goûter. Le fermier n'avait pas d'autre choix. Ce n'est pas comme si, au 8e millénaire avant notre ère, on pouvait se rendre au magasin pour acheter un nouveau pack de lait. Les acides du lait avaient donc transformé les protéines en amas mou. Le fermier a essayé l'un d'entre eux, et c'est ainsi que je suis né. Oui, c'est moi, le fromage. Ou disons que c'était l'un de mes ancêtres. Il s'agissait des premiers blocs de fromage à pâte molle, mais ce n'était qu'un début. En fait, ce début était plutôt réussi et une grande avancée. Tu peux imaginer qu'à l'époque, les gens ne disposaient pas d'une grande variété de produits. Pas de bonbons, ni de chips, ni même de pommes de terre. On est bien quelques millénaires plus tôt, mais tout comme aujourd'hui, de nombreuses personnes de l'époque étaient intolérantes au lactose. Et ce n'est pas comme s'il existait du lait de soja et d'autres sortes de lait sans lactose pour remplacer le produit d'origine. Le fromage, tout en restant un produit laitier qui présente les mêmes avantages que le lait, contient beaucoup moins de lactose, ce qui le rend plus facile à digérer. Il est donc plus doux pour l'estomac et délicieux, bien sûr. De plus, le fromage pouvait être conservé plus longtemps, ce qui fait qu'il y avait de la nourriture à manger même pendant les hivers froids. Non pas que le terme « froid » soit pertinent pour la chaude Mésopotamie, mais il y avait d'autres endroits. À la fin de l'âge du bronze, le fromage était devenu un produit essentiel sur les navires de commerce. Il l'expédiait dans toute la Méditerranée orientale et au-delà. Bien entendu, les gens se sont mis à chercher de nouvelles méthodes de fabrication du fromage. Plus de fromage, un meilleur fromage. Très vite, ils ont découvert cette substance qu'est la présure. Elle est produite dans l'estomac des jeunes chèvres, des veaux et des agneaux, mais seulement lorsqu'ils sont encore jeunes et qu'ils boivent du lait. Plus tard, lorsqu'ils grandissent et commencent à manger de l'herbe, il n'y a plus de présure. En quoi cela me concerne-t-il ? La présure a un super pouvoir. Elle aide à séparer certaines substances du lait et à former une masse solide. En d'autres termes, elle accélère la coagulation. Depuis la découverte de la présure, on a pu fabriquer des fromages à pâte dure, mais plus proches par an. Et les gens sont devenus littéralement obsédés par ce processus. Dans l'Empire romain, certaines grandes maisons avaient des cuisines séparées réservées à la fabrication du fromage. Il fallait 4,5 km de lait pour faire 450 grammes de fromage. La réduction était donc de 10 fois. Mais le jeu en valait la chandelle. Le fromage est devenu populaire dans le monde entier, et les différentes cultures inventaient leurs propres méthodes de production. Cela dépendait non seulement des animaux présents sur leur terre, qui déterminent le type de lait utilisé, mais aussi d'une certaine créativité, les pratiques de fabrication du fromage et les processus d'affinage. Le fromage peut être fabriqué à partir de lait de vache, de buffle, de chèvre, de brebis, de cheval et même de chameau. En Serbie, le fromage fabriqué à partir de lait d'ânesse est courant. En Mongolie, c'est le fromage de yak, et les Finlandais ont du fromage de renne. Les différents pays ont donc leurs propres méthodes et inventent leur propre type de fromage. Vers le XIe siècle, les Grecs, par exemple, ont inventé ma cousine, la feta. Elle est fabriquée à partir de lait de brebis et de chèvre. Mais à l'époque, ils n'avaient pas vraiment de nom pour ce fromage. Le mot feta, qui signifie tranche, a commencé à être utilisé au XVIIe siècle. Aujourd'hui, ce nom est protégé par une marque déposée, ce qui signifie que seuls les Grecs ont le droit d'appeler leur fromage feta, et que tout fromage de feta doit répondre à des normes précises pour pouvoir être appelé ainsi. Mais certains fromages paraissent bizarres à la plupart des gens, et tout le monde n'est pas assez courageux pour les essayer. Il existe un type de fromage appelé kasumartsu, mon cousin fantaisiste de Sardaigne, qui est considéré comme un mets raffiné. Il est fabriqué à partir de lait de brebis, rien d'extraordinaire à ce stade, mais il contient des asticots vivants. Oui, vous avez bien compris, les mouches y pondent leurs œufs. Lorsqu'ils éclosent, ils décomposent le fromage et lui donnent sa consistance molle. Toute personne assez courageuse pour goûter ce produit doit le manger pendant que les larves sont encore vivantes. Après cela, le fromage n'est plus propre à la consommation. Alors, le ferais-tu ?
Bon, je vais te parler un peu de mon autre cousin, le cheddar. Celui-ci est originaire à la fois du Royaume-Uni et des États-Unis. Il est fabriqué à partir de lait de vache pasteurisé et a une couleur orange. À l'origine, cette couleur était due au fait que les vaches de l'époque étaient nourries avec de l'herbe riche en bêta-carotène, une substance qui donne cette couleur. Par conséquent, le cheddar de haute qualité était considéré comme un type de fromage de couleur orange. Lorsque les producteurs de fromage ont commencé à obtenir du cheddar blanc, ils ont commencé à le teindre volontairement. C'est encore le cas aujourd'hui, avec l'ajout de la plante annatto. Les fromages varient en dureté, en couleur et en goût. Mais tu sais ce qui semble être commun à la plupart d'entre eux? Les trous. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. Alors, pourquoi le fromage a-t-il des trous? Petits ou grands? C'est à cause de la façon dont il est fabriqué. La plupart du temps, on ajoute des bactéries au lait et des trous sont créés au cours de ce processus. Ces bactéries consomment de l'acide lactique et libèrent de petites bulles de gaz. Celles-ci sont piégées dans le fromage, puis elles éclatent, formant 16 petites trous. La taille des trous dépend de la température du lait et de son acidité. La plupart des fromages suisses ont des trous extra larges. Ce fromage est fabriqué à une température de 21 degrés C et reste ainsi pendant environ 6 semaines. Le produit est donc très mou et les bulles sont particulièrement grosses. Par ailleurs, tu as sans doute remarqué que certains fromages sont recouverts d'une poussière blanche. Ne t'inquiète pas, ils ne sont pas moisis et peuvent être consommés en toute sécurité. Ces particules de poussière sont des cristaux de lactate de calcium, également appelés cristaux de fromage, qui indiquent que le fromage est savoureux et bien affiné. Après la révolution industrielle, les hommes ont été remplacés par des machines. Des usines produisant du fromage ont ouvert leurs portes dans le monde entier. Aujourd'hui, 10 000 ans après l'invention du fromage, il en existe plus de 2000 variétés. La mozzarella est probablement le fromage le plus apprécié dans le monde entier. Ce type est fabriqué à partir de lait de buffle et est originaire d'Italie. On pourrait penser que les Italiens sont la nation qui consomme le plus de fromage, mais ce n'est pas le cas. Les plus grands amateurs de fromage sont les Français, mais l'Italie n'est pas loin derrière. Par ailleurs, certaines cultures ont des traditions étranges autour des fromages. Par exemple, une ville d'Angleterre organise, depuis au moins le 19e siècle, un concours de cheese rolling, où il s'agit de dévaler une colline pour attraper un fromage. Les premiers documents datent de cette époque, mais certains pensent que cela dure depuis 6 siècles. Voici comment cela se passe. Il y a une colline de 183 mètres de long. Au sommet, une meule de fromage double Gloucester est lancée en bas, et les gens se mettent à courir après elle pour dévaler la colline. Le premier à arriver en bas est le vainqueur et reçoit le fromage. Au 19e siècle, la reine Victoria a reçu en cadeau de mariage une énorme meule de cheddar. Elle pesait plus de 544 kilos. Une vie entière ne suffirait pas à la finir. Je pourrais parler de mon histoire à l'infini, mais il est temps de conclure. J'ai juste quelques conseils à te donner pour que tu puisses apprécier ton fromage. Ne le stocke pas à proximité d'un produit qui sent fort. Le fromage absorbe très bien les autres arômes, ceux qui altèrent son odeur et son goût d'origine. Ne coupe le fromage non pasteurisé qu'au moment de le servir. Laisse reposer le fromage à la sortie du réfrigérateur pendant une demi-heure avant de le servir. Pour les fromages réfrigérés, sors-les quelques heures à l'avance.